Alors, cette fin de matinée va se dérouler en deux temps. On avait pensé faire une période de questions, mais je vous propose de la déporter au début de l'après-midi. Voilà, on n'aura pas le choix. Alors, dans un premier temps, Élodie Henry et Béatrice Gramont, qui sont toutes les deux conseillères d'orientation psychologue et toutes les deux membres de l'équipe des métiers.net, du site lesmétiers.net, vont se poser la question de la spécificité. Ils vont tenter de cerner la spécificité du conseil en ligne, du conseil personnalisé. Alors, Élodie Henry est conseillère d'orientation psychologue au CIO de Tremblay en France, avait rejoint l'équipe des métiers.net en septembre 2004, était allée parcourir d'autres chemins vers de nouvelles aventures l'année dernière. Donc, c'est Viviane Roard qu'on vous a présenté en début de colloque qui l'avait remplacée, mais elle est revenue donc au métiers.net. Béatrice Gramont est quant à elle conseillère d'orientation au CIO de l'Aille-les-Roses et membre de l'équipe des métiers.net depuis novembre 2003. Donc, elles vont intervenir pendant une vingtaine de minutes. Oui, 20-25 minutes. Ensuite, ce sera au tour de M. Claude Loffer, qui est lui aussi conseiller d'orientation psychologue au SAIO de l'Académie de Grenoble. Il est conseiller chargé de mission académique pour les technologies de l'information et de la communication en orientation, dit CC-Matico, pour les intimes. Et il a animé depuis sa création le forum du site de l'Académie de Grenoble qui tente de mettre en lien les étudiants et les personnels des universités, c'est-à-dire les enseignants, les documentalistes. Alors lui aussi, comme tout le monde, je pense, va se demander si on peut faire du conseil en orientation via Internet. Donc place aux dames. Donc j'invite Béatrice et Élodie à intervenir. Merci. Donc rapidement, on va peut-être revenir sur le contexte dans lequel le site lesmétiers.net s'est créé. Donc, alors ça c'est le plan. Donc voilà. Donc comme l'a rappelé Monsieur Fouché, en fait, au départ, donc c'est le contrat de plan État-région et schéma régional des formations adopté en 2000. Et dans ce rapport, ça spécifiait l'entrée de l'information dans la société d'Île-de-France. Dans la société de l'information dans la région d'Île-de-France. Voilà. Également, ça fait aussi la modernisation du réseau régional des métiers créé en 1995, donc là, qui associait région, rectorat, partenaires de l'État et professions. Donc d'autre part, un comité de pilotage région, éducation nationale et profession a également été constitué. Et un comité de suivi également a été consulté régulièrement dans les années 2000 à 2002, donc qui comprenait les représentants des 3 académies, représentants des professions et des parents d'élèves. Alors, comme on nous l'a rappelé, le choix en termes d'information s'est porté sur les nouvelles technologies, sans pour autant négliger l'intervention humaine. Et donc, dans le rapport aussi voté fin 2001, on spécifiait qu'on rechercherait la mise à disposition d'un personnel de l'orientation en premier lieu auprès de l'Éducation nationale. Alors, la création du site lesmétiers.net s'est également appuyée sur une étude qualitative qui a été menée en 2000 concernant les besoins et les attentes des futurs utilisateurs en termes d'information sur les métiers. Alors, c'est à partir de ces résultats qu'il a été réfléchi aussi au contenu, qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce site lesmétiers.net. Alors, au niveau des résultats des études, les personnes qui ont été interrogées, donc les attentes sont assez différentes, bien évidemment, selon les types de professionnels. Alors, les professionnels, eux, souhaitaient plutôt trouver un portail qui servirait à regrouper et recouper toutes les sources entre elles, de manière fonctionnelle et qui pourrait renvoyer à de multiples sites. Alors les collégiens et les lycéens, eux, ils s'attendaient plutôt à une entrée générale par grand secteur de métiers liés à chaque filière scolaire. Alors, les étudiants apprentis attendent bien sûr des entrées plus pointues et spécialisées qui pourraient expliquer tous les aspects d'un métier et surtout les débouchés, les formations complémentaires, les passerelles vers l'emploi.
Et les demandeurs d'emploi voulaient des formations courtes, des informations emploi pour trouver une insertion rapide. Alors, les 16-25 ans souhaitaient aussi pouvoir chatter avec des professionnels et des jeunes qui ont suivi des formations. Et ils demandaient également la possibilité de poser directement une question à des professionnels et d'obtenir une réponse personnalisée. Donc, les attentes vont quand même dans un sens un peu commun, qui est de regrouper les différentes sources d'information. Donc, avoir un portail qui permet de s'orienter vers d'autres sites existants, un méga moteur de recherche spécialisé sur les métiers, formations, l'emploi, qui concerne les 3 centres d'intérêt majeurs. Donc, la construction à partir de ces observations du site lesmétiers.net a amené à faire le choix d'un aspect interactif mettant en avant, voilà la page de garde, donc mettant en avant les chats, les contacts directs entre les jeunes et avec les professionnels, des vidéos métiers et donc une rubrique réponses personnalisées à leurs questions, tout en les laissant autonomes dans leurs recherches. Alors, peut-être préciser ce qu'on peut trouver sur le site. Donc, il est destiné principalement aux 12-25 ans, qui est un site d'information sur les métiers et les formations initiales préparées en Île-de-France. Donc, il a été lancé en novembre 2003 par la région en partenariat avec les académies de Créteil, Paris, Versailles et les professions membres du réseau régional des métiers. Et en 2005, en moyenne, on avait 120 000 visites par mois. Alors, on peut trouver donc 440 fiches métiers illustrées, où on trouve dans les rubriques débouchés, salaires, formations requises et liste des établissements d'Île-de-France. Donc, chaque fiche, point clé du métier, est illustrée par une vidéo et chacune des rubriques est cliquable. Voilà, donc je pense que vous connaissez le site, donc rapidement. Ensuite, on a, d'ici fin 2006, on aura 440 témoignages vidéo de professionnels en action. Alors, l'univers métier, un univers métier, ça c'est pour les plus jeunes, le plus jeune public, qui permet de se balader dans différents quartiers et de pouvoir cliquer sur des bâtiments et de voir les métiers qui sont existants par secteur. Alors, une base de données des formations initiales préparées en Île-de-France, donc en partenariat avec l'ONICEP, 4000 formations initiales, dans lesquelles on peut retrouver, les conseillers d'orientation psychologue ont été consultés sur ce point-là également, des formations rares qu'on trouve, qui sont des formations uniques en France, qui peuvent être retrouvées dans cette base de données. Donc un agenda également des événements autour de l'emploi et de la formation, les journées portes ouvertes, les visites d'entreprise, des chats mensuels, alors auxquels maintenant s'associe un dossier mensuel qui est proposé sur le même thème. Alors dans ce dossier, on va trouver un panorama des métiers et formations, des témoignages de professionnels, les chiffres clés du secteur, des liens utiles. Voilà, donc il y a un certain nombre de dossiers qui ont déjà été traités, qu'on peut retrouver dans la rubrique dossier. Et qui sont utilisés par un certain nombre de collègues qui nous ont fait des retours et qui, effectivement, c'est un dossier thématique qui synthétise un certain nombre d'informations et qui enrichit aussi le site et sur des thèmes plus précis. Alors, la partie qui nous intéresse, nous intéresse dans notre mission, c'est le service réponse en ligne. Donc, le service réponse en ligne, il a été mis en priorité. C'est des interrogations des jeunes de 12 à 25 ans qui habitent ou qui désirent s'installer en Île-de-France, en situation de formation initiale ou sortie du système scolaire et en situation de recherche d'emploi. Donc ce service est appuyé sur, je vous l'ai dit, sur un partenariat région et à l'origine le CAPARIF avec l'éducation nationale, ce qui a donc amené à la mise à disposition d'un poste de COP par l'Académie de Créteil. Donc pour la première année, en novembre 2003, pour ma part, j'ai travaillé à temps plein au métier.net. Et ensuite, à partir des années suivantes, nous sommes à mi-temps, ce qui fait que nous sommes 2 conseillères, mais sur un poste de COP. Donc
Le service réponse en ligne, la caractéristique, c'est qu'on doit apporter en moins de 72 heures une réponse personnalisée sur des questions aussi diverses que les métiers, les formations initiales et les établissements. L'objectif, c'est de guider l'internaute d'une demande générique qu'on a au départ vers une application concrète. Alors, les principes aussi de la réponse en ligne, c'est que ça implique nécessairement la reconnaissance mutuelle des compétences de chacun, des partenaires au sein de la cellule éditoriale. C'est ce qui donne tout son sens au partenariat. C'est-à-dire que l'un des aspects, pour nous en tout cas, consiste en la prise en compte de la nécessité pour les répondants de pouvoir élaborer leurs réponses selon une démarche qui leur paraît la plus pertinente. Alors, au regard des caractéristiques que l'on a sur l'internaute et de sa question, tout en respectant quand même des critères éditoriaux qui sont inscrits au cahier des charges du projet. Alors, pour cela, on se réfère en fait à un cadre qui a été défini. Donc, ce cadre a fait l'objet d'échanges et de discussions au sein de l'équipe. Et donc, chacun a mené aussi un petit peu ce qu'il souhaitait trouver dans cette charte. Et ça a conduit justement à l'élaboration d'une charte. Alors, dans on va dire, le cadre, c'était aussi des valeurs et une éthique partagée et un principe aussi qui permet de garantir la personnalisation et la qualité de la réponse sans risquer de tomber dans quelque chose de trop formalisme. Et donc, tout ça a abouti à l'élaboration de la charte. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le premier point de la charte qui nous a paru indispensable de souligner. C'est qu'en aucun cas, les réponses apportées par les COP ne se substituent à des entretiens individuels menés dans les lieux d'information et d'orientation. Donc ça, c'est un des premiers points qui apparaît dans la charte. Alors, l'objectif aussi de la charte, c'est de pouvoir assurer quand même une cohérence et une harmonisation d'ensemble lorsque ce sont des personnes différentes qui répondent. C'est-à-dire, on s'est posé la question, comment faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme critère pour pouvoir donner une réponse face à des délais qu'on s'est fixés qui sont de 72 heures. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les pressions sont fortes puisque on peut être amené à avoir 150 questions à traiter par semaine, ou face à des périodes, des pics d'activité qui sont sensiblement les mêmes que l'on retrouve en CIO, c'est-à-dire qu'au moment où on a des pics d'activité de demande en CIO, on retrouve, nous, les mêmes sur le site lesmétiers.med avec les mêmes questionnements au niveau des choix d'orientation et au niveau des moments majeurs de l'orientation dans l'année. Donc on peut dire qu'on retrouve un petit peu les mêmes moments clés de l'orientation. Alors comme exemple, on a réfléchi à comment on s'adresse à l'internaute, quelle signature on adopte, on s'est mis d'accord sur le choix du vouvoiement et aussi sur une formule d'encouragement. Donc tout ça, ça a pris un certain nombre de temps à réfléchir aussi, à poser un cadre qui est un cadre aussi de réponse qui est appliqué en tout cas par les répondants. Donc c'est aussi prendre en compte la demande, mais en fixant aussi les limites inhérentes au support. C'est de la communication virtuelle. Donc, on a réfléchi aussi quelles sont ces limites et comment on va pouvoir ouvrir le champ des possibles qui permettent à l'internaute de poursuivre sa réflexion. Donc, par exemple, l'amener dans le cadre de notre réponse vers un entretien, suggérer des sources d'information. Là, c'est plutôt le rôle d'expert des sites Internet, l'expert du conseiller d'orientation psychologue qui va proposer un certain nombre de liens, donc avoir fait une recherche préalable pour pouvoir proposer, par rapport à la demande de l'internaute, des liens, on va dire, utiles et pertinents. Éventuellement aussi, le faire réfléchir sur d'autres possibilités de parcours de formation, toujours dans le questionnement, avez-vous également pensé? Donc, ouvrir toujours vers une autre dimension. Alors, pour ça, comment on va pouvoir un petit peu, on va dire, puisqu'on parle de personnaliser la réponse. Alors, l'internaute, pour pouvoir poser une question, est obligé de s'identifier.
Donc, il y a 2 étapes. Il doit déjà passer par donc, ce formulaire d'inscription. Donc, ça veut dire que nous, on a à notre connaissance, à nos dispositions, des éléments qui concernent le profil de l'internaute, qui sont donc l'âge, le sexe, sa ville, son niveau scolaire et donc ensuite la formalisation de la demande. Donc nous, ça nous permet dans un temps, évidemment, de nous représenter, de nous faire une représentation du jeune qui va poser sa question. Est-ce que c'est un élève de collège? Est-ce que c'est un élève de terminale? Son âge, sa ville, donc ça veut dire aussi quel district, quel type peut-être d'établissement, quel est son CIO de rattachement. Donc tout ça pour nous donner un petit peu des éléments sur le profil de l'internaute. Mais également, un autre élément qui est apparu, c'est aussi mieux apprécier le niveau de compréhension grâce à leur âge et à leur niveau d'études notamment. Donc on dispose en fait pour analyser la demande d'un certain nombre d'informations, d'éléments qui sont en plus du profil des indications descriptives dans la question, alors qui vont être son niveau de syntaxe par exemple, et aussi la perception du temps, parce que la façon dont l'internaute va poser une question, nous, on va pouvoir aussi percevoir une certaine inquiétude ou un certain besoin de réassurance. Et ça, c'est quelque chose qui peut être perçu par écrit. Et là, on va être plutôt on va dire, dans l'analyse de syntaxe. Et c'est aussi un élément de réflexion sur lequel on échange encore justement sur qu'est-ce qui est perceptible dans cet écrit et en tout cas nous, qu'est-ce qui nous donne comme élément pour pouvoir en tout cas répondre au mieux à l'internaute. Alors c'est vrai que la connaissance du public que l'on a quotidiennement nous permet d'avoir une représentation plus précise du jeune qui nous pose une question. On arrive peut-être avec nos représentations, mais en tout cas, l'élève de 6e ou de terminale qui nous pose une question, quand on l'identifie par le formulaire, si la veille en établissement, on a rencontré des élèves de terminale, on a quand même cette représentation et on va pouvoir aussi adapter notre niveau de réponse à cette représentation du jeune. C'est-à-dire que dans notre réponse, nous, on apporte des éléments qu'on juge utiles en identifiant les interlocuteurs vers lesquels aussi nous allons diriger l'internaute. Alors, on peut lui proposer des pistes, comme la prise de rendez-vous auprès d'organismes d'information, d'orientation ou d'insertion, selon son profil. Ça peut être aussi le renvoyer vers des lectures de brochures ou d'articles, ou aussi des consultations de sites web, par exemple, sur lesquels nous, on porte en tout cas une expertise. Alors, notre rôle en tant que COP, elle peut vraiment aller d'une simple demande de renseignements précis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être vétérinaire, à l'accompagnement personnalisé. Là, dans ce cas-là, on peut proposer des démarches, on peut poser des jalons, on peut donner des pistes qui vont leur permettre de procéder par étapes. Alors, les questions posées, on va dire que le domaine, quand même, c'est majoritairement sur le domaine de l'information, avec très, très fréquemment des interrogations sur les débouchés professionnels et toujours le parcours personnel à mettre en place. La majorité, quand même, des internautes nous sollicitent pour obtenir un conseil en orientation qui est adapté à leur situation, qu'ils nous décrivent. Alors d'une manière souvent approximative et parfois maladroite en utilisant leur propre vocabulaire, voire aussi des messages qui peuvent être la façon dont ils s'expriment par le biais des portables. Donc c'est aussi à nous de décrypter la demande. Et globalement, on s'est aperçu que les simples demandes d'information sont rares. Alors, au niveau des profils, pour vous donner une idée du profil des internautes qu'on a, on a toujours une majorité de filles. Donc là, les pourcentages ont de mi-août à mi-septembre, mais qui correspondent globalement à ce qu'on retrouve sur l'année. On a 68% de filles, 44% de lycéens et 36% de collégiens, 9% d'étudiants et toujours un petit peu plus de questions qui portent sur les formations que sur les métiers. Bon, là, c'était à peu près équivalent sur le mois précédent.
Alors, je voulais revenir sur le nombre de questions qui étaient traitées par rapport au nombre de visites annuelles, hein, donc à peu près 120 000 visites par mois. Depuis novembre 2003, 13 000 questions ont été traitées. Alors, heureusement qu'on n'a pas 120 000 questions par mois autant que de visites, parce que justement, la proportion de questions est un pourcentage des visites. L'objectif, c'est aussi d'enrichir le site, donc les dossiers mensuels en sont un exemple, pour que l'internaute puisse trouver lui-même ses informations. Et c'est donc on a des questions qui sont plus en plus des questions de demande vraiment de conseils personnalisés, de parcours personnel. L'information, on s'aperçoit qu'il le trouve sur le site. Il va explorer, il va découvrir, il va écouter un exemple de parcours d'un professionnel qui parle de son métier. Mais ensuite, il va se tourner vers les conseillers d'orientation psychologue pour avoir une réponse par rapport à sa demande. Donc, les demandes écrites peuvent être assez complexes. Voilà, donc par rapport au nombre de questions, puisque je crois que ce qui a été annoncé, c'est qu'on a eu, à partir de novembre 2003, une augmentation constante du nombre de questions. Et maintenant, on est à une stabilisation, mais qui est certainement aussi due à l'enrichissement, en tout cas, du site. Et c'est aussi ce qu'on souhaite faire pour apporter aussi plus d'informations, pour que l'internaute soit aussi autonome dans sa recherche d'informations. Je passe. Donc, dans une deuxième partie, on va aborder quelle place prendre par les conseillers d'orientation psychologue. Ce qu'on va essayer de faire dans cette partie, en fait, c'est de résumer un petit peu les billets d'humeur que nous vous envoyons chaque mois, donc à travers la lettre des COP du web. Nous vous faisons part des réflexions, des interrogations que nous avons également depuis que nous travaillons sur le site lesmétiers.net, donc depuis que nous faisons de la réponse en ligne. Nous aussi, ça a suscité pas mal d'interrogations chez nous. Donc au départ, répondre en ligne aux questions des internautes, ça peut paraître un peu dénaturant par rapport à l'activité traditionnelle des conseillers d'orientation psychologues. Mais pour notre part, nous pensons que ça peut être un nouveau champ d'investigation. Et nous voyons ça un peu comme une opportunité à saisir et une nouvelle activité qui permettent aux conseillers d'orientation psychologue donc de mettre leurs compétences et leurs spécificités au service d'un public plus large, puisqu'il va s'agir de tous les internautes jeunes. Ça peut être aussi montrer notre capacité à s'adapter aux nouveaux moyens de communication. Nous nous sommes aussi posé la question du positionnement qu'on peut avoir face aux structures qui font également de la réponse en ligne sur Internet, par exemple orientation.fr, et toutes ces structures qui ne sont pas forcément des professionnels de l'orientation. Nous pensons que nous avons une place à prendre dans ce domaine en tant que conseiller d'orientation psychologue. Le développement des outils de communication est devenu si grand dans nos structures qu'il paraît même avoir rendu caduques les autres sources d'information. Et en accordant une place à Internet dans notre quotidien, nous pensons que nous allons garder un lien de proximité avec notre public. Donc, on a déjà parlé des chiffres, on voulait revenir quand même dessus. Selon donc, les derniers chiffres médiamétrie d'octobre 2006, on peut constater que 86% des 15-24 ans sont des internautes. Donc, et au cours des 2 dernières années, le temps que passent les Français sur Internet a augmenté de 43%. C'est effectivement, donc Internet est une évolution majeure dans l'histoire de la communication. En quelques années, il est devenu un outil important d'information, de communication et de divertissement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'apparaît un nouveau média, donc ça pose question, essentiellement, surtout lorsqu'il est utilisé par les jeunes.
Justement, on voulait vous proposer des citations de jeunes à propos de la communication par Internet. Alors, Julien, 16 ans, nous dit « C'est beaucoup moins intimidant par le biais de la messagerie parce qu'on ne voit pas l'autre ». Kelly, 12 ans, tu peux te confier à une personne que tu ne connais pas, elle te file de bons conseils et puis au moins, il n'y a pas de trace, tu ne la revois pas. Mathilde, 16 ans, communiquer sans être vu est un bon moyen de dépasser les préjugés. À notre âge, l'apparence, la façon de s'habiller, les marques comptent énormément. Et Colombe, on avait un dernier... On avait un dernier témoignage de Colombe, 14 ans, qui a disparu. Oui. Sur Internet, t'es caché, donc on ne voit pas comment t'es, tu n'es pas jugé sur ton apparence. Ouais. Donc Internet paraît aujourd'hui indispensable. La jeunesse n'a eu aucune peine à s'emparer de ce nouvel outil et ils en font usage dans tous les domaines, donc y compris le domaine de l'orientation. Donc Internet, pour les jeunes, c'est la possibilité de pouvoir questionner depuis chez soi, c'est-à-dire dans un cadre familier aux jeunes où ces repères sont conservés. Pour certains adolescents, ce dispositif va permettre de réduire l'anxiété qui est due à une relation duelle avec un adulte étranger. Et en fait, l'anonymat procuré par Internet va favoriser, il me semble, une certaine désinhibition. Et ils vont pouvoir peut-être poser plus de questions. C'est vrai qu'on a des jeunes qui viennent poser des questions parfois 15 fois, 20 fois. Ce qu'ils n'oseraient peut-être pas faire en face à face. Ça leur permet de se confier plus facilement et de s'afficher avec plus d'authenticité. Donc ça, c'est vrai que là, on revient un petit peu sur ce que disait Sylvain Missonnier tout à l'heure. Certains internautes peuvent se sentir plus à l'aise face à un écran et dans la mesure où ils se sentent moins exposés au jugement de leur père ou de l'adulte. En tant que conseiller d'orientation psychologue, il me semble que pour répondre à ce nouveau mode de communication des jeunes, nous devons apprendre nous aussi à connaître mieux, à apprivoiser et à utiliser ce nouveau média de façon pertinente. Nous tenons à réfléchir à ce qu'Internet peut nous apporter dans notre pratique de COP. Mais aussi, ce qu'il faut, c'est évidemment prendre conscience des limites d'Internet et des complémentarités qu'il peut nous apporter avec le terrain, mais aussi des limites. Décrypter l'information du web en tant qu'expert de l'orientation, de l'information, et la transmettre au public constitue également un prolongement naturel de notre expertise, et l'activité de réponse en ligne également. Donc, quelles ressources un conseiller d'orientation a pour répondre en ligne? Donc, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, on s'appuie évidemment sur notre expérience de terrain. Moi, il me semble que le fait d'être à 50% sur le terrain et à 50% sur le site lesmétiers.net, donc en faisant de la réponse en ligne, est un enrichissement, une complémentarité. Comme le disait Béatrice, effectivement, le fait, grâce à l'habitude qu'on a des entretiens en face à face avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, le passage à la réponse en ligne permet un contenu approprié au niveau de compréhension de l'interlocuteur. Grâce au travail qu'on fait en établissement, au travail d'orientation, on se représente plus facilement le questionnement spécifique de chaque élève en fonction de son niveau. Donc, comme je disais, garder un lien avec le terrain permet de garantir d'identifier une réponse de COP par le fait d'être en contact direct avec le public, en particulier le public scolaire, d'être à son écoute,
à l'écoute de son questionnement, et ça nous permet aussi de continuer à nous informer sur l'évolution du système scolaire. Pardon. Quant à la question de l'appropriation de l'information, je voudrais citer Isabelle Voggiani, donc, qui est maître de conférence à Paris 1. Dans la mesure où Internet est un outil de richesse culturelle, autant un outil de richesse culturelle que de désinformation, l'enseignant doit devenir un éclaireur afin de définir les critères et les méthodes qui permettront aux jeunes de distinguer les bonnes des mauvaises informations et d'utiliser leur propre capacité de raisonnement. C'est évidemment aussi le rôle du COP d'expertiser les sources pour optimiser l'exploration des élèves. Malgré la multitude de sources documentaires que les jeunes peuvent trouver sur Internet, la plupart des jeunes ne savent pas réellement chercher et s'approprier l'information. C'est pourquoi il est important de clarifier les méthodes de recherche. À travers les questions qui nous sont posées, nous, on constate souvent que le jeune a besoin de réassurance. Il préfère passer par l'intermédiaire de professionnels qui les aiguillent vers la documentation pertinente. Alors qu'il pourrait, par exemple, trouver l'information tout seul à travers les fiches métiers donc, qui sont en ligne sur le site, ils vont quand même nous poser la question. Par exemple, comment on devient coiffeur, comment on va devenir plombier, alors qu'ils pourraient tout seul trouver l'information. Ils préfèrent avoir une réponse personnalisée. C'est un peu comme quand on distribue la brochure ONICEP dans les établissements scolaires. Les élèves pourraient trouver une bonne partie de réponse à leurs questions et pourtant, ils ont encore besoin qu'on les accompagne, qu'on décortique le contenu de la brochure avec eux. Ce processus, en fait, est le même en ligne. C'est là qu'on voit, on constate que le rôle pédagogique du professionnel est indéniable. Il donne les clés de lecture et guide le jeune dans le cheminement des sites à sa disposition. Le conseiller d'orientation mobilise ainsi son expertise. En parcourant le site, on en vérifie donc la véracité avant de le proposer à l'internaute. Il est très important de voir si l'information qui figure dans le site est à la portée du jeune et qu'elle lui apportera bien les renseignements complémentaires qu'il recherche. Donc l'information est ensuite ajustée pour permettre une appropriation par le jeune. Elle est personnalisée, individualisée, de façon à provoquer donc une résonance chez l'internaute. Alors, je suis désolée, oui. mais l'heure tourne et c'est drôlement intéressant, mais j'ai la bien ingrate tâche. Voilà, il est midi 10, on devrait finir à midi et demi. Il y a Monsieur Lofer qui... Oui. Donc, on accélère. Je pense que pendant la période de questions de cet après-midi, il y a des sujets qui pourront être abordés. Donc, on voulait simplement parler encore de la neutralité bienveillante qu'on avait à travers la réponse en ligne sur le site. On va peut-être juste détailler le plan. Donc, les questions qui se posaient pour un COP dans le cadre de cette activité de réponse en ligne. Oui, Béatrice va peut-être... Oui, enfin, c'était les questions qu'on se posait aussi, hein, donc le sentiment de manque d'interaction propre à l'entretien, le passage à l'écrit et le suivi. Donc, ça sera peut-être plus facile de répondre à vos questions sur ce thème-là. Simplement, les questionnements qu'on avait, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe par rapport au fait que il n'y a pas de face à face, donc il n'y a pas de dynamique de la relation. Donc ça nous pousse en fait à étayer le contenu de notre réponse pour être par souci de clarté. Donc le jeune aussi, ça on l'a dit tout à l'heure, l'internaute il échange des mots et de l'implicite. Donc c'est vrai que nous aussi, on continue aussi à l'écrit à poser des questions pour amener en fait l'internaute à approfondir sa réflexion. On recherche sa participation active en lui donnant plusieurs propositions ou en l'amenant vers de nouveaux questionnements. Alors le passage à l'écrit aussi, hein, par manque, on va dire, d'éléments au sujet de l'usager, on a tendance à détailler diverses possibilités.
Donc la procédure, comme je disais, implique plus d'étapes. Alors, on s'est posé la question aussi sur le temps de latence entre la lecture de la réponse écrite et la question suivante. Est-ce que ce n'est pas bénéfique pour l'internaute, ce qui lui permet d'élaborer de nouveau sa demande? L'élément qu'on a constaté effectivement, c'est le suivi, qui est un petit peu un élément nouveau. Parce que grâce à l'archivage des questions, on peut retrouver en fait le nombre de questions posées par chacun des internautes. Donc on a la possibilité de faire ce suivi. Et on a remarqué qu'il y avait de nombreux jeunes qui nous sollicitaient à plusieurs reprises en reposant des questions, soit sur des demandes d'approfondissement ou des changements de projet d'orientation ou des nouvelles élaborations suite aux pistes proposées dans une de nos premières réponses. Voilà, donc ça nous permet aussi l'archivage de réexploiter les données et des interrogations sur la durée. Voilà, et on essaye aussi de travailler la notion de temporalité. Voilà, peut-être rapidement. Ouais. Le quatrième point, c'était donc l'intérêt. Quel était l'intérêt pour un conseil d'orientation de travailler en ligne, d'avoir accepté cette activité? Tout d'abord, ça nous permet de nous recentrer sur l'information. Donc on a un délai donc, de 72 heures pour répondre aux questions, donc ce qui nous permet d'avoir le temps de rechercher de l'information, essentiellement de l'information sur Internet. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une diversité de questions qui fait que les questions portent sur tous les secteurs, tous les niveaux de formation. Donc ça... Oui. Juste simplement, le fait que les élèves, enfin que les internautes aient déjà un bon niveau d'information avant de se rendre dans un CIO, je pense permet de recentrer l'entretien plus au niveau de l'accompagnement et véritablement, enfin l'accompagnement et l'aide à la décision. Un autre intérêt donc, pour le COP, c'est d'exercer de nouvelles activités, contrairement donc, à l'activité en CIO ou en établissement donc, qui se situe au niveau de l'oralité. Là, évidemment, notre activité est essentiellement à l'écrit. Et puis, on peut travailler dans une autre structure, donc rencontrer d'autres professionnels, dans un autre cadre donc, que celui de l'éducation nationale, ce qui peut être aussi également enrichissant. Bien. On ne conclura pas. On ne conclura pas, voilà, ça reste ouvert et on sait bien que certaines personnes sont plus sensibles à la pression du temps que d'autres, donc on en a la manifestation maintenant. Mais on pourra poursuivre ce débat en début d'après-midi. Alors sans plus tarder, j'invite M. Laufer à ramasser un peu l'intervention qu'il prévoyait de faire. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas si je suis audible. Donc, je précise tout de suite que je suis donc COPS et Sématico, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'en fait, le forum n'est qu'un aspect de ce qu'on a fait. Disons, nous, on travaille essentiellement dans une dimension qui est celle de ce qu'on appelle le travail coopératif et le travail collaboratif. Quelle est la part de ces outils et quelle peut être la part de ces outils dans des processus d'éducation à l'orientation. Donc le forum est un outil parmi d'autres, je dirais quelques mots d'autres outils de ce type, sachant que la typologie des outils coopératifs peut être trouvée dans un certain nombre de revues. Je citerai une revue, enfin un ouvrage qui est un peu une référence qui s'appelle de Jacques Longchamp, Le travail coopératif et ses technologies. Et on y retrouve par exemple une matrice dite de Johansen qui montre comment on répartit d'un côté le temps et de l'autre côté l'espace et comment les différents outils se répartissent en fonction de ces deux dimensions, c'est-à-dire des outils comme par exemple le chat, qui sont des outils qu'on appelle synchrones parce qu'il y a délocalisation, il y a même temps, il y a délocalisation, mais il y a le temps, le même temps dans lequel on est en synchronisation avec l'interlocuteur. Et le forum, par contre, qui est effectivement un outil asynchrone, dans la mesure où le temps de la réponse, il y a un temps de réponse qui peut être de 72 heures ou d'autres choses, mais il y a un temps de réponse et donc il n'y a pas simultanéité au niveau du dialogue. Rappelons aussi que dans les outils coopératifs, le premier outil coopératif, c'est la messagerie.
c'est un outil de travail coopératif le plus simple possible. Mais dans les outils de travail coopératif, ça va jusqu'aux environnements numériques de travail auxquels nous allons être confrontés dans les années à venir et qui constituent des plateformes extrêmement importantes de travail avec les élèves. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Bon. Sur le forum en question, c'est un forum qui a déjà plus de 6 ans, donc dans les années, il a été créé en 2000. C'est le forum qu'on a appelé secondaire supérieur, qui visait un public particulier, les premières terminales de l'Académie de Grenoble, et en face des partenaires, disons, de l'enseignement supérieur et des COP. Hein. Bon. Je passe l'historique pour dire quand même les résistances qu'on a rencontrées, y compris chez les collègues. Hein. Bon, c'est clair que ce qui a été dit, que ce n'est pas facile de passer à ce type de communication. Est-ce qu'on peut faire du conseil ou pas de conseil dans ce cadre-là? Les résistances ne sont pas seulement à ce niveau-là, elles sont aussi, par exemple, si on parle d'information, qu'est-ce que c'est qu'une information vraie? Je crois que le thème sera abordé cet après-midi. Une information pertinente, c'est difficile à cadrer. Et en particulier, bon, pour avoir conduit des réunions où il y avait des partenaires de l'enseignement supérieur, je peux dire que les réactions étaient parfois surprenantes. Tel chef de département disant bah, écoutez, il est impensable qu'un enseignant réponde parce que cet enseignant ne représente pas la formation. Il y a donc un langage officiel de la formation et il n'est pas question qu'un enseignant quelconque, même enseignant dans la formation, puisse donner son point de vue avec tous les risques que ça représente. Donc vous voyez qu'au niveau de l'information, il y a déjà un gros problème. Alors je m'attacherai simplement, puisque beaucoup de choses ont été dites sur la notion, sur la notion de forum ou de questions-réponses. Nous, c'est plutôt un forum dans le sens où tout le monde a accès en question, mais en réponse également. Donc, si vous préférez, c'est un vrai forum dans le sens où on a certes un modérateur qui intervient et qui vérifie que les réponses ne sont pas complètement dangereuses ou complètement farfelues, mais c'est quand même un forum dans le sens où, effectivement, d'autres personnes peuvent intervenir, d'autres personnes que des professionnels peuvent intervenir pour apporter des réponses. On a effectivement, au fil des années, on s'est aperçu qu'il y avait une appropriation par les jeunes lycéens de ce forum. Ça s'est traduit par le fait qu'il y avait des réponses apportées par d'autres lycéens, des réponses apportées par des étudiants qui étaient en cours de formation, des professionnels qui intervenaient, des parents d'élèves qui intervenaient. Donc on a vu apparaître tout un dialogue, toute une façon de fonctionner d'un peu différente. Un des indicateurs, c'était mentionné tout à l'heure par un intervenant, on a vu apparaître des questions à SMS, très curieuses, mais bon, qui montraient le degré d'appropriation par les jeunes du forum. Moi, j'aborderai deux questions qui m'ont paru importantes dans ce forum. D'une part, le fait que des élèves soient capables de dire un certain nombre de choses sur eux-mêmes, extrêmement personnelles, qui, même en tant que professionnel, moi, du point de vue déontologique, arrivent presque à choquer, parce qu'ils parlent d'eux, je veux dire, il y a un abaissement des barrières de la pudeur, qui est quand même assez extraordinaire dans ce type d'outil et qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un premier point qui m'avait frappé. Le deuxième, qui est aussi important, on verra pourquoi, c'est que des élèves, dans un fil de discussion, si vous savez ce qu'est un fil de discussion, vous avez une question, une personne répond, et puis ensuite une autre personne peut répondre sur la réponse ou poser une autre question, et on appelle ça un fil de discussion. Et bien dans le fil de discussion, on voit des jeunes poser exactement la même question qui vient d'être posée juste à la ligne supérieure. Par exemple, j'ai un bac STT, puis-je faire un DUT Tech de Co dans l'IUT de Grenoble. Bon. En soi, ce n'est pas une question anormale, hein, il n'y a rien d'anormal. Ce qui est un peu anormal, c'est que la personne, pour aller sur le forum, elle passe par un moteur de recherche ou par des liens, et elle va tomber, évidemment, sur la question elle-même, sur le sujet, comme dans un message électronique. Elle est obligée de cliquer sur le sujet pour avoir accès à la réponse, à la question elle-même, et pour pouvoir poser une autre question. Donc forcément, elle a sous les yeux l'ensemble du corpus de questions et de réponses. Donc il est assez surprenant qu'on arrive à trouver dans un fil de discussion 10 fois la même question, exactement, enfin pour nous, professionnels, exactement la même question. Et là, effectivement, on peut s'interroger, alors on peut dire, c'est qu'ils arrivent sur le forum, puis ils s'en foutent, ils copient n'importe quoi, etc. On peut avoir une autre interprétation, c'est plutôt celle que j'aurais, à savoir que si on remet ça dans un contexte qui est un contexte un peu sociétal, on a quand même des injonctions pour un individu
d'être lui-même, d'être performant, à la hauteur, responsable de son destin. Alors ça, je le prends dans un petit bouquin qui est La socialisation de Dominique Bollier et Jean-Pierre Schmitt, qui écrit pour les élèves en situation d'apprentissage. Les élèves ne doivent pas seulement apprendre un métier d'élève, ils doivent aussi apprendre à donner du sens à leur expérience. Quand ils y parviennent, ils se socialisent à l'école et en tirent les ressources pour la construction de leur identité pour soi. Ils sont les auteurs de leurs études. Quand ils n'y parviennent pas, ils peuvent subir l'école d'une façon strictement ritualiste, et on en connaît. Enfin, certains élèves peuvent percevoir cette obligation de construire du sens comme une violence dans la mesure où leur échec les invalide à leurs propres yeux. Ils peuvent alors se retourner contre l'école de manière plus ou moins violente. Et il termine en disant, en définitive, c'est l'élève lui-même qui doit construire ses motivations, agencer le sens qu'il accorde à ses études. Et enfin, on voit quand même que là-dedans, finalement, l'individu, il a une injonction d'avoir un projet, d'être lui-même, d'être performant. Et donc, il a besoin de poser, finalement, sans arrêt la question, parce que la question qui a été posée précédemment, finalement, c'est lui et c'est pas lui. C'est pas tout à fait lui. C'est-à-dire que quelque part, il est lui porteur d'un projet unique, on lui demande d'être porteur d'un projet unique, et même si on a répondu à une question pratiquement identique, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas moi, et dire sa différence, c'est d'une certaine façon, c'est exister. Donc il y a une hypothèse aussi derrière qui est qu'on sait très bien qu'on pose un peu la même question, mais ce n'est pas tout à fait la même, on ne la ressent pas comme la même question. Et là, on rejoint quand même tout ce problème qui est de la différence entre les trajectoires et les cheminements. C'est un spécialiste des sciences de l'éducation, Jacques Ardoineau, qui, dans un ouvrage sur attendez, je retrouve le titre sur la complexité. Je recherche le titre de son ouvrage, que je n'ai plus, je m'en excuse, il m'a échappé. Oui, bon, enfin bref, qui explique simplement qu'il y a une différence entre la notion de trajectoire qui est liée au flux, qui est liée à toutes les analyses qu'on peut produire et qui sont des analyses rationnelles sur finalement ce qu'on peut devenir avec telle et telle chose, et le cheminement de l'élève qui lui est un cheminement tout à fait personnel et qui est lié aux interactions qu'il a avec son milieu à chaque étape. Les interactions vont déterminer la façon dont il va s'approprier l'information. Et effectivement, cet cheminement n'est pas comparable à la trajectoire. La trajectoire obéit finalement à des flux, obéit aussi à des temps institutionnels, et le cheminement, lui, n'y est pas. Donc il y a une construction très personnelle, et à chaque fois, l'élève a besoin de peut-être de reposer la question, même s'il a été posé précédemment, parce qu'il en est à cette étape de son cheminement. Donc il y a là des éléments qui, à mon avis, sont relativement forts. Et le deuxième élément, c'est la quête de la vie de l'autre. Et donc là, on expose tout ce qu'on est, et on n'hésite pas à demander conseil au groupe. Et les auteurs anglo-saxons, lorsqu'ils étudient le travail coopératif, parlent d'awareness, c'est-à-dire de la conscience du groupe, qui peut prendre plusieurs formes. Mais cette conscience de groupe, c'est finalement la conscience que les autres sont là et qu'ils écoutent. Alors c'est une conscience anonyme d'un certain point de vue, ce n'est pas un individu dans une relation de face à face, donc elle est moins d'un certain point de vue traumatisante que la relation de face à face, mais c'est quand même une conscience qui est là, et quelque part, cette conscience nous rassure. Et là, on peut quand même imaginer un petit peu que ces injonctions qui sont pour les individus d'être eux-mêmes, d'être complètement performants, etc., sont un peu en lien avec ce qu'on peut appeler le désencastrement des collectifs protecteurs et socialisants. C'est-à-dire que les jeunes, comme les individus de façon générale, qui sont confrontés à un individualisme fort, ont non plus les collectifs protecteurs comme on avait par exemple dans le monde ouvrier où on pouvait avoir une culture ouvrière, etc. On n'a plus cet aspect-là. Et finalement, on est toujours dans une bascule qui est de finalement vouloir être soi-même, donc être différent de l'autre, exister en tant que personne, et en même temps, alors ça c'est le phénomène des blogs par exemple, on voit le développement des phénomènes des blogs où on explique ce qu'on est, on dit toutes sortes de choses. Et d'un autre côté, ce besoin de se rassurer, parce qu'évidemment, la liberté d'être soi-même, c'est aussi facteur d'angoisse, et il faut quelque part retrouver ou recréer des collectifs. Et on le voit dans les forums, mais on le voit beaucoup plus dans une extension des forums, mais un peu plus particulière, qui sont les communautés de partage d'expériences, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes projets, puis qui vont discuter entre eux, parce que là, s'y rajoute en plus un facteur qui est celui de l'émotion, du partage social de l'émotion. Moi, j'ai réussi, c'est super, etc. On l'a dans le forum, mais on l'a un peu moins dans la communauté de partage d'expérience, parce que là, on l'a un peu plus dans la communauté de partage d'expérience, parce que là, on a des gens qui sont autour d'un même projet et qui veulent trouver une confirmation, finalement, à ce qu'ils sont et
que quelque part ça les rassure par rapport à ce projet, dans la mesure où ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, à un avenir incertain et à une construction d'eux-mêmes qui n'est pas très facile dans cet environnement-là. Donc voilà les 2 points que je voulais dire sur le forum. Donc c'est un aspect qui est quand même à bien retenir. On ne peut pas, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit par M. Missonnier, à savoir que la barrière entre ce qui est dangereux et ce qui est utile est très faible, très fragile, et qu'on ne peut pas, moi j'allais dire, je vais plus loin que ce que disent les collègues, on ne peut pas délaisser ce genre de médias, on ne peut pas délaisser ce théâtre-là, simplement parce qu'il y a danger. Et que nous sommes quelque part relativement comptables de ce qui peut être fait avec ce média et que nous n'avons pas le droit de nous en désintéresser. Donc ça, c'est un peu le message en complément peut-être de ce qui vient d'être dit par rapport à ça. Sur les communautés de partage d'expérience, j'en ai parlé. Un petit mot sur le travail sur les représentations. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, le travail sur les représentations. J'avais dernièrement un chef d'établissement qui me disait là, j'ai un élève à problème, il faut absolument travailler sur ses représentations. Bon, pas de problème, mais c'est pas trop pour autant ce qu'on fait. Bon, bref, c'est quand même un peu compliqué. Mais je pense que je citerai simplement ceci. Les identités sont en fait constamment renégociées, reconstruites au cours des multiples expériences sociales que connaît un individu en fonction des contextes sociaux. Une expérience nouvelle provoque tout un travail sur la mémoire, réinterprétation des événements, des situations, des intérêts et des valeurs intériorisées comme étant les siens. Donc ça, c'est un ouvrage de sociologue. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse, à chaque étape, retirer de toutes ces expériences qu'ont les jeunes dans les contextes où ils sont maintenant dans les établissements, avec des rencontres de métiers, des rencontres de formation. Ils ont tout un tas de lieux qui sont à la fois virtuels, mais aussi toujours réels, de rencontres et d'immersion dans des expériences. Il faut qu'on puisse capitaliser tout ce qui en ressort et faire en sorte qu'il y ait une exploitation de ces matériaux-là. Et en ce sens, c'est ça un travail sur les représentations, ça permet d'activer un travail sur les représentations, de reconstruire les choses, sachant qu'une représentation, on le sait, c'est une reconstruction du réel, ça peut être une mé-représentation, c'est-à-dire une représentation fausse, et qu'il faut évidemment multiplier les interactions avec le milieu pour entraîner effectivement quelque part l'émergence d'un projet plus construit et plus en phase. Alors, à ce niveau-là, je pense que les outils justement dont nous disposons au niveau de l'Internet, parce qu'on a beaucoup parlé au niveau de l'information, c'est-à-dire je diffuse une information, c'est-à-dire l'élève est toujours consommateur d'une information quelque part, même si elle est très construite, même si elle est guidée, il faut qu'il y ait cet aspect-là, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale de l'information. Chez nous, c'est un peu l'ONICEP qui assure ça, et il faut inciter à ce qu'elle utilise ces espaces au mieux, car on a des sites comme métier.net qui sont vraiment des sites structurants. Mais à côté de ça, il faut pouvoir, d'un certain point de vue, arriver à capitaliser tout ce qui se fait, aussi bien en présentiel que dans le virtuel, à travers les communautés d'échange d'expériences pour le virtuel, les forums, mais aussi en présentiel à travers tout le travail qui se fait dans les établissements. Et là, les outils de travail coopératif, demain les environnements numériques de travail, sont des outils extraordinaires qui permettent d'avoir des collectifs de travail, qui permettent d'avoir donc des espaces personnalisés pour les élèves dans lesquels ils capitalisent ce qu'ils ont trouvé, mais aussi ils peuvent avoir des espaces collectifs dans lesquels il y a des échanges avec les enseignants, avec des professionnels, etc. Donc je militerai moi par rapport à ce qui est dit jusqu'à présent sur l'information et l'importance de l'information, je militerai plutôt pour que le conseil en orientation s'appuie à l'avenir sur un travail en réseau qui permettent à chaque jeune une démarche qui lui est propre, qui sera fonction de ses expériences vécues, des buts qu'il se fixe, de leur compatibilité entre eux, et que finalement, ce soit avec des outils de type informatique, de type Internet, que les équipes éducatives, avec le COP, puissent arriver à moduler ce travail, à capter l'ensemble de ce travail, à le générer éventuellement avec des phases en présentiel et des phases en virtuel, et que cet outil de liaison, finalement, mais qui est plus qu'un outil de liaison, parce qu'encore une fois, la conscience de groupe est un élément important, eh bien, on peut avancer en faisant en sorte qu'effectivement, peut-être des marchands de soupe aussi ne s'emparent pas de ce type de choses et ne fassent pas des dégâts qui peuvent être vite irréversibles. Donc je pense qu'il y a du conseil en orientation, si je voulais terminer, je dirais qu'il y a effectivement du conseil en orientation, même dans un simple forum. On ne peut pas dire que c'est une simple question ou réponse, ça a été soulevé, mais c'est évident
que ce n'est pas une simple il n'y a pas une simple réponse, qu'il y a souvent une activité de reformulation, activité qui nous est chère à nous, COP, une activité de mise à distance, une activité aussi d'ouverture de pistes. Tout ce travail-là, on peut le faire en virtuel. Alors, on n'a pas tous les signaux non-verbaux. Alors, pour l'instant, peut-être que demain, il y aura des clones. Pour l'instant, il y a la visioconférence, mais enfin, bon, c'est pas... je suis d'accord avec M. Missonnier que ça ne remplace pas la présence en face à face. Donc, il y a tous les signaux non-verbaux, on ne les a pas. Mais on a un certain nombre de choses qui sont envisageables, qui sont intéressantes. Et on a donc du conseil. Du conseil, on l'a quelque part, il y est. Et effectivement, on constate que dans les questions, ce sont de plus en plus des questions relatives à des conseils et qui sont vraiment exprimées comme telles, avec des gens qui ont un niveau d'information parfois extraordinaire, qui en savent plus que nous, qui simplement ont un problème de choix et qui ne savent pas comment choisir finalement. Alors vous me direz, c'est pas dans le virtuel qu'ils vont choisir, bon, effectivement, mais n'empêche que ce type de questions émerge de plus en plus. Donc, il y a du conseil. Et à travers les activités dont je parlais tout à l'heure de travail coopératif, c'est-à-dire de travail avec des groupes d'élèves, soit en présentiel, soit à distance, sur des thématiques qui sont des thématiques d'éducation à l'orientation, eh bien, il y a du conseil, mais c'est du conseil en cheminant avec les élèves. C'est de l'information qui se construit en cheminant avec les élèves, et ce n'est pas de l'information dont on est consommateur sur un site. Il faut qu'elle y soit, celle-là. Encore une fois, elle est la colonne vertébrale de toute l'information. Alors, pour terminer, je vous engage à être vigilant au niveau d'un produit de l'ONICEP qui, normalement, devrait sortir en décembre et qui s'appelle un web classeur et qui est justement un outil qui permet de travailler avec les élèves, donc qui permet aux enseignants au COP de travailler en distance et à présence avec les élèves, avec des espaces personnels pour l'élève et des espaces collectifs pour l'enseignant et un certain nombre de ressources qui sont remises en disposition des équipes à partir de l'espace collectif des enseignants. Donc cet outil-là, je pense, sera une matrice à partir de laquelle on peut effectivement avoir un autre type de fonctionnement, d'autres approches, d'autres pratiques que la simple diffusion d'informations. En réservant... Alors, quand même, je voudrais aussi rassurer peut-être la collègue tout à l'heure par rapport au problème de la spécificité du conseiller et de l'entretien en face à face. Je crois qu'on est effectivement, comme on le mentionnait tout à l'heure, dans une phase d'expansion croissante de l'Internet, ça a été mentionné. D'autres chiffres, donner le nombre de blogs, par exemple, ouverts par des ados, par des jeunes plutôt de 15 à 25 ans, c'est assez hallucinant. Hein. Je crois que c'est 60% d'une tranche d'âge qui arrive à avoir leur blog aujourd'hui. Mais ceci dit, si vous regardez, vous avez à côté dans la société un phénomène de coaching, dont vous avez certainement entendu parler. On peut se refaire faire un look avec un coach, on peut aller à France Télécom pour acheter son portable et on aura son coach, et dans l'orientation, on a maintenant son coach aussi. Bon, donc ça veut dire que, et en général, là, rassurez-vous, c'est du présentiel. Donc je veux dire, parallèlement à l'irruption du virtuel, ça ne nie pas loin de là l'intérêt de la présence et de l'activité en présentiel. Loin de là. Et on voit bien au contraire combien des officines de toutes sortes et combien même nous, dans notre pratique, nous avons de plus en plus de demandes au niveau des entretiens. C'est clair que ça ne tue pas l'entretien conseil que nous pouvons avoir et que nous connaissons de longue date. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Je vous remercie. Vous avez proposé une période de questions différée. Donc elle est bien différée, mais je crois qu'elle va se faire. Alors j'invite Élodie, Henri et Béatrice Gamon et Claude Lofer à venir ici répondre à vos questions. Voilà, maintenant. Il y a un micro qui va circuler. Est-ce qu'il y a des questions sur les expériences de pratique du conseil via Internet ? Bon. Venez me rejoindre. Ah, il y a une question. Ouf. Alors, comme il y a un micro... Moi, mon expérience des questions par Internet, c'est d'avoir des questions soit hyper pointues, soit hyper larges, et qui demandent de l'interaction pour faire préciser d'où vient la personne, etc. Comment vous gérez ça? Enfin bon, je sais que, moi, c'était dans mon CIO, on avait juste un email, on n'avait pas tout le descriptif de la personne, donc...
Enfin, on avait des gens d'Afrique qui nous demandaient des questions, enfin bref. Et ça supposait qu'on leur renvoie une liste de questions pour préciser, donc une série d'interactions, comme quand on fait dans un entretien. Alors vous, comment vous gérez ce... Enfin, j'imagine que vous êtes aussi confronté à ce genre de questions, ou hyper pointues ou hyper larges. Quand on a une question hyper large, on ne renvoie pas de questions à l'internaute. On essaye d'y répondre en envisageant en émettant des hypothèses en fait et en lui donnant plusieurs pistes de réponse. Je peux confirmer, c'est tout à fait la même. C'est tout à fait la même méthode. Je pense qu'il n'y a pas de secret. On peut pas. Enfin, je veux dire, on peut difficilement espérer qu'il y ait un aller-retour permanent comme on l'a dans un entretien. Donc, on reformule éventuellement. Alors, on a fait un code un peu de conduite au niveau de Grenoble par rapport à ça, qu'on a envoyé à tous les CIO, parce que c'est les CIO à tour de rôle qui répondent, qui s'y collent donc 15 jours ou un mois suivant les cas. Et donc, on a comme dans le code de conduite, on a mis le fait qu'il fallait effectivement repréciser, reformuler un peu la question, de manière à émettre des hypothèses et à ouvrir des pistes. Et ouvrir des pistes, c'est pas forcément répondre de façon complète, exhaustive et documentaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas dans un forum, en ce qui nous concerne, on essaie de ne pas faire de réponse documentaire, puisque bon, la documentation existe par ailleurs sur des sites qui sont très bien construits au demeurant. Donc on a plutôt l'idée justement d'avoir un travail de reformulation et d'ouverture, en disant vous nous mettez ça, mais bon, ça nous pose un petit problème parce que peut-être que ça pourrait être ça ou ça pourrait être ci, et si vous pensez que c'est ça, peut-être qu'il faudrait aller voir là, ou peut-être que c'est ci, etc. Voilà, un travail plutôt de reformulation et d'ouverture par rapport à des pistes. On ne peut pas, bien sûr, espérer la même chose que dans un entretien individuel en face à face, quoi. Une autre question? Non? Ah oui, il y a le micro derrière vous. Ah non. Enfin, moi, je m'interrogeais par rapport à la charte donc de métier.net. Vous disiez, dans la charte, il était indiqué qu'en aucun cas, ça ne devait remplacer un conseil au CIO. Il me semble avoir lu ça auprès d'un professionnel. Or, dans tout ce qu'on a entendu, on a l'impression qu'on va plutôt, et qu'à la limite, vous le souhaitez presque, on va plutôt vers ça, c'est-à-dire on va vers un conseil par l'intermédiaire de forums ou sur Internet, donc on va vers ça. Donc, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine contradiction par rapport à ce qui était affirmé dans cette charte et puis à l'évolution. Et en tous les cas, à partir de quel moment vous décidez aussi de dire qu'il vaut peut-être mieux aller dans un CIO à l'interlocuteur, enfin aux jeunes qui posent la question sur Internet? C'est très très souvent le cas de le renvoyer sur des structures de toute façon que l'on identifie pour lui en fonction de son profil, parce que on a fixé les limites. On sait qu'on peut effectivement ouvrir sur des possibles. Ça nous arrive aussi souvent de formuler des questions, de reformuler d'autres questions, parce que l'idée, c'est aussi de le mettre en activité, c'est-à-dire qu'il puisse, après notre réponse, faire des démarches. Donc les démarches, elles peuvent être variables. Il n'aura pas forcément le besoin ou le souhait d'aller voir quelqu'un en entretien en face à face, mais peut-être que lui indiquer des pistes ou en tout cas des chemins vers lesquels il va pouvoir continuer à s'informer. Je pense que là, c'est un accompagnement que nous, on estime qu'il y a un accompagnement en ligne. Si on a souhaité le préciser dans la charte, c'est que justement au départ, il nous a semblé qu'on nous mettait un petit peu en cause là-dessus, c'est-à-dire se dire on va par Internet remplacer les entretiens avec les conseillers d'orientation psychologues. Je pense que c'est un moyen de communication des jeunes à l'heure actuelle. Ils posent des tas de questions et pourquoi pas des questions d'orientation dans un environnement qui est plus intime puisque ça peut être dans sa chambre, utiliser Internet. Donc c'est une autre démarche.
Bon, je crois que sur là, il faudrait qu'on voit, mais c'est très très souvent qu'on renvoie sur les structures, et c'est de toute façon évident que on va alors peut-être amener la personne à lui faire comprendre que là, il y a des limites dans ce qu'on peut lui dire par écrit, et que là, il va falloir qu'il fasse une démarche. Là, qui prennent un risque d'aller voir quelqu'un, parce qu'on peut aussi sentir ça dans des demandes. On a parlé de l'anonymat, peut-être aussi d'être désinhibé parce qu'il n'y a pas la personne en face. On sait très bien que dans les établissements scolaires, c'est parfois difficile pour un élève d'avoir cet entretien en face à face. Donc ça peut être aussi un peu, on va dire, le rassurer, en tout cas, ça on peut le sentir aussi dans certaines formulations de questions. Et puis l'amener, lui expliquer qu'est-ce qu'il va trouver dans un entretien avec un conseiller d'orientation psychologue ou avec un correspondant musical ou avec quelqu'un de la NPE. Qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter, comment on va l'accompagner, comment ça va l'aider dans son cheminement. Donc je crois que c'est ça aussi qu'on essaye de répondre à l'internaute. C'est pas forcément... je veux dire, dans ce sens-là que c'est un accompagnement, c'est pas forcément des réponses purement informatives. Comme on vous a dit, c'est rarement le cas. Oui, ceci dit, pour ajouter quelque chose, on peut très bien imaginer que dans certains cas, ça se substitue à un entretien de face à face. Je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Je veux dire, il y a des cas de figure où il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Où on voit d'ailleurs des jeunes qui nous remercient par la suite en disant, ben voilà, ça a éclairé mon problème. Il n'y a pas... Je veux dire, on ne peut pas fixer une règle qui soit une espèce de barrière étanche entre le moment où la personne, il faut qu'elle ait du présentiel, et le moment où elle peut rester sur le virtuel, quoi. Mais je veux dire, les cas se voient plus ou moins, on voit un peu tous les cas de figure, hein. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à des moments donnés, ben, ça suffise et ça remplace un entretien d'orientation. Enfin, qui n'a pas fait un entretien d'orientation dans un collège en séquence d'une demi-heure toute la journée, qui consistait juste à apporter un peu d'infos et qui n'aboutissait pas à grand-chose. Ça c'est arrivé à tout le monde. Donc j'allais dire ça, ce type d'entretien, on peut peut-être en soulager un peu dans notre pratique. On peut espérer, c'est pas une certitude. Donc je veux dire, c'est pas mécanique, mais je pense que c'est bon de mettre une charte en rappelant les choses, et c'est bon aussi de savoir que forcément la limite, elle n'est pas tracée de façon déterminée, unique, une fois pour toutes, quoi. Enfin, il me semble, hein. Bien, alors oui, une dernière toute petite question, et après on va passer à la suite des travaux. Oui, moi je me pose la question, est-ce qu'il vous arrive de répondre parfois qu'on ne peut pas répondre à la question posée, comme ça peut arriver parfois en entretien? Et moi ce que j'ai dans la tête, c'est que je me dis que quelque part on contribue toujours à faire croire aux jeunes qu'on peut répondre tout de suite à tout, et que ça ne peut pas être différé, qu'on est un peu tout puissant face au monde qui nous entoure. Et est-ce que c'est pas un petit peu la limite de l'exercice? C'est que ça encourage encore chez des ados qui sont déjà, on le voit bien, 83%, je crois, j'ai vu, très, très habitués à manier le désir assouvi spontanément. Est-ce que ça n'entretient pas encore cette idée fausse qu'en effet, le monde, il n'est pas parfait, on n'a pas réponse à tout de suite, et que M. Missonnier parlait d'immédiateté. Nous, on le voit dans les CIO, quand parfois les secrétaires d'accueil sont un peu pressés par les clients qui sont, comment dire, angoissés et qui veulent tout de suite voir un conseiller. On est obligé de gérer ça. Comment vous gérez-vous cette petite contradiction, il me semble? Oui, non, il y a bien sûr, il y a tout un tas de contradictions, ça c'est la vie même, mais je veux dire, on peut en tout cas dire à la personne qu'on n'a pas de réponse. On est en droit de le dire. Il faut le faire, comme c'était noté tout à l'heure dans la charte, il faut avoir une attitude bienveillante, et d'autre part, il faut du respect. Le respect de la personne qui est en face, qui pose sa question. Donc il y a une angoisse à un moment donné, on doit avoir le respect profond de la personne qui est en face, et ça c'est fondamental. Après, tout est possible.
mais à condition que cette démarche préalable soit présente. Après, on peut très bien dire effectivement à un jeune, moi par exemple, je n'ai pas de réponse immédiate à ton problème. Pourquoi pas? Je pense qu'un jeune est parfaitement capable de le comprendre. Nous, en ce qui nous concerne, la consigne que j'avais donnée aux collègues, c'est de dire, vous pouvez aussi apporter des réponses partielles. À mon avis, d'après ce que je sais, voilà comment je vois les choses. C'est un forum, donc on apporte des contributions et on n'est pas forcément, on ne détient pas la vérité. Donc on apporte une contribution qui est une contribution de professionnel, mais il peut y en avoir d'autres. Donc on peut aussi, effectivement, à un moment donné, dire, bah là, désolé, mais je n'ai pas de réponse. Mais par contre, de répondre, c'est indispensable. Si le jeune pose la question, il faut répondre. Parce qu'on lui a dit quand même qu'on répondait, surtout si on lui dit qu'on répond dans les 72 heures, il faut répondre, quoi. Je veux dire, bon, quelque part, il faut répondre. Mais après, la qualité de la réponse, enfin le contenu de la réponse, c'est un autre problème. Il dépend effectivement de la façon dont est formulée la question et de la compétence qu'on a à un moment donné pour y répondre. Du savoir qu'on a à un moment donné pour y répondre. Donc on n'est pas obligé non plus à chaque fois d'aller explorer toute la documentation du monde entier pour aller répondre. On peut dire à cette étape-là, pour l'instant, je n'ai pas trop de réponses. On peut d'ailleurs y revenir 15 jours après et dans un forum et rajouter des éléments à la question ou renvoyer quelqu'un sur un site. Donc on a un panel beaucoup plus large, finalement, enfin très large de réponses possibles, mais par contre, il est fondamental de répondre, d'apporter une réponse donc qui est une forme de respect pour la parole de l'autre. Et ça, c'est quand même fondamental. Voilà, pour le reste, enfin, en termes de contenu, tout est possible et il est à apprécier suivant la question et suivant la situation de la personne qui répond. Il est compréhensible qu'à un moment donné, on puisse ne pas avoir d'éléments de réponse précis par rapport à une question posée. Ça n'a rien d'anormal, ça fait partie de la vie aussi. Et on est des professionnels, mais on n'est pas infaillibles. On est peut-être des experts, mais même un expert peut à des moments donnés avoir des doutes. Je ne sais pas si... Ça vous va comme... Oui, non, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il y a toujours la possibilité d'apporter une réponse, même si ce n'est pas une réponse complète, effectivement, à l'internaute. Mais il y a toujours la possibilité de leur diriger vers une autre structure, vers un site, vers autre chose qui pourra lui apporter un élément de réponse. Et puis, on est là aussi pour assurer, réassurer l'internaute. Et oui, je pense qu'il y a toujours un élément de réponse à faire, à donner. Voilà. Bon, ben, je vous remercie une deuxième fois d'être venu répondre aux questions. On va passer à ce qui était prévu en début d'après-midi. Donc cet après-midi sera davantage consacré à un état des lieux des pratiques. Et voilà, je cède la place à Jacques.